Dans la vieille maison de mes grands-parents, 1 an après leur décès, j'ai engagé une entreprise pour la rénover. Mais alors que j'étais en route, l'entrepreneur m'a appelé et m'a dit « Madame, il faut que vous veniez voir ce que nous venons de découvrir. S'il vous plaît, ne venez pas seul, amenez vos parents et votre sœur avec vous. » Quand je suis arrivé, mon cœur a failli s'arrêter. Je suis Kingsley Burke. 1 an après le décès de mes 2 grands-parents, l'un parti soudainement, l'autre après une longue bataille contre le cancer, j'ai décidé de rénover leur vieille maison en Asheville pour la mettre en vente. Je montais la route sinueuse de la montagne pour vérifier l'avancée des travaux quand mon téléphone a sonné. C'était Tom Harlan, l'entrepreneur que j'avais engagé. Sa voix était basse, tendue. « Madame Burke, nous venons de percer un faux mur dans le grenier et nous avons trouvé un coffre numérique verrouillé, caché derrière. Le nom de votre sœur, Amara Burke, est gravé juste sur le dessus. Vous devez venir ici dès que possible. Mais s'il vous plaît, ne venez pas seul. Appelez vos parents et votre sœur, et demandez-leur de venir avec vous. » J'ai senti mon estomac se nouer. Je me suis garé sur le bas-côté de cette route étroite, les mains tremblantes, et j'ai appelé tout le monde en leur disant seulement qu'une urgence concernant grand-mère avait surgi, et qu'ils devaient me rejoindre à la maison immédiatement. Une fois tous arrivés et rassemblés dans le grenier poussiéreux, entourés de sciures et d'outils, nous sommes restés debout autour de ce petit coffre noir posé au sol. Personne ne parlait. L'air semblait épais, presque suffocant. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas juste un vieux souvenir oublié. À cet instant, en fixant le nom de ma sœur gravé sur le couvercle, j'ai su que ce que nous allions découvrir allait complètement bouleverser tout ce que je croyais savoir sur ma famille. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez ça en ce moment et quelle heure il est chez vous. Avez-vous déjà reçu un simple coup de fil qui a changé à jamais votre regard sur vos proches? Racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. La vieille maison en est perchée à flanc de montagne, juste à l'extérieur d'Asheville, en Caroline du Nord, entourée de grands pins qui se balancent au gré du vent presque toute l'année. En grandissant, ma jeune sœur Amara et moi y passions tous nos étés avec nos grands-parents. Nous grimpions les escaliers en bois raide jusqu'au grenier, le transformant en notre club secret, avec de vieilles couvertures drapées sur les poutres pour faire des forts, et des lampes de poche pour des séances d'histoire tardive qui duraient jusqu'à ce que grand-mère nous appelle pour le dîner. Les grandes fenêtres triangulaires nous offraient une vue panoramique sur les montagnes Blue Ridge qui s'étendaient à l'infini et, par temps clair, nous pouvions apercevoir des faucons tourner haut dans le ciel ou regarder les orages arriver à des kilomètres de distance. Les visites hivernales semblaient plus douillettes. Nous nous pressions tous autour de la cheminée en pierre au rez-de-chaussée, faisant griller des guimauves sur de longues fourchettes, tandis que grand-père répétait ses histoires de pêche préférées dans les ruisseaux voisins, exagérant la taille des truites à chaque fois. Grand-mère Gertrude s'asseyait dans son fauteuil usé tout près, tricotant des écharpes ou examinant tranquillement des dossiers clients, ses lunettes de lecture perchées sur le bout du nez. Grand-mère était conseillère financière pour retraités, le genre de personne qui aidait les seniors à gérer les fiducies, les rentes et la planification successorale pour protéger leurs économies. Elle rencontrait souvent ses clients directement à la maison, utilisant le petit bureau près du salon comme espace de travail. Je jetais parfois un coup d'œil et je la voyais expliquer des formulaires complexes dans un langage simple, s'assurant que les veuves ou les retraités comprenaient chaque détail avant de signer quoi que ce soit. Dans ces dernières années, papa, Karl, a commencé à venir plus souvent. Il arrivait à l'improviste, la prenant à part pour des discussions privées sur des idées d'investissement ou des situations spécifiques de clients. Sa voix restait douce et charmante, mais je remarquais comment son regard s'aiguisait lorsqu'elle mentionnait certains comptes ou portefeuilles. Elle changeait rapidement de sujet, lui rappelant les règles de confidentialité, bien qu'il insiste un peu plus longtemps à chaque fois. Le grenier a changé durant ces dernières années. Soudain, il est devenu interdit d'accès. La porte était verrouillée avec un nouveau pêne dormant que personne ne se souvenait avoir installé. Amara et moi avions la vingtaine à ce moment-là, et nous venions moins souvent. Donc, nous ne nous sommes pas posé trop de questions. Nous supposions que grand-mère avait besoin d'intimité alors que sa santé déclinait, ou qu'elle voulait stocker du matériel médical là-haut sans que nous, les enfants, ne trébuchions dessus. Enfin, les petits-enfants. La crise cardiaque soudaine de grand-père a frappé tout le monde de plein fouet quand j'avais 28 ans. Il est parti en un instant, sans avertissement. Grand-mère a combattu le diagnostic de cancer qui a suivi pendant une autre année complète, déterminée à rester indépendante dans la maison qu'elle aimait. Elle devenait plus frêle, passant des heures dans ce même fauteuil près du feu. Mais son esprit restait clair.
Elle a géré ses propres affaires jusqu'à la fin, mettant à jour son testament pour laisser la propriété directement à Amara et moi. Pas de fiducie compliquée puisque nous étions adultes, et ses seules héritières directes selon les lois successorales de Caroline du Nord. Amara s'accrochait à l'idée de préserver l'endroit exactement comme grand-mère l'avait laissé, un sanctuaire de nos étés d'enfance et de nos rassemblements de vacances. Elle a toujours été la plus émotive, gardant des boîtes de vieilles lettres et de décorations de Noël comme si elles étaient sacrées. Mais la réalité nous a vite rattrapés. La maison restait vide, accumulant des taxes et des coûts d'entretien que nous ne pouvions ignorer. J'avais bâti une carrière stable dans le marketing à Charlotte, à 3 bonnes heures de route au sud-est à travers les montagnes, et j'épargnais pour ma stabilité. Amara, qui enseignait en maternelle près d'Asheville, avait plus de mal, une vie de mère célibataire post-divorce avec un salaire modeste, louant un appartement exigu qui la logeait à peine, elle et son enfant. Laisser la propriété se détériorer semblait irresponsable. J'ai insisté pour la rénover, moderniser le grenier pour en faire un espace aéré avec des lucarnes et des poutres polies, afin d'attirer les acheteurs cherchant cette ambiance, rustique chic, populaire dans la région. La vente permettrait de partager les bénéfices équitablement, lui donnant une bouffée d'oxygène pour ses dettes ou une petite maison, et à moi un coup de pouce vers mes propres objectifs. C'est comme ça que l'équipe de Tom Harlan a obtenu le travail. Son entreprise se spécialise dans les maisons de montagne, gérant les toits pentus, les dégâts d'humidité et ces angles en délicats que les entrepreneurs classiques bâclent souvent. Nous avons fait le tour ensemble, définissant d'abord les priorités, en commençant par le grenier pour un impact maximal sur les annonces. L'équipe a commencé quelques semaines plus tôt, arrachant les vieux lambris et préparant la pose de nouvelles cloisons sèches. Lors de cette visite, j'ai repéré le fauteuil de grand-mère, toujours niché dans un coin du grenier, le tissu était décoloré mais intact. Les tiroirs latéraux montraient de légères marques d'effraction autour de la serrure, des éraflures qui n'étaient pas là auparavant. Elle avait un jour mentionné nonchalamment avoir égaré quelques papiers sans importance à cause des effets secondaires du traitement, balayant le sujet quand j'avais posé des questions. Cela semblait mineur, juste une autre bizarrerie de sa santé déclinante. En montant vers la montagne ce matin-là pour une vérification de routine, l'excitation se mêlait à des sentiments aigres-doux. La maison incarnait la joie et la perte, entremêlés, les jours d'été paresseux à chasser les lucioles, les dîners de Thanksgiving avec la famille élargie, les soirées calmes à écouter des disques sur le vieux lecteur de grand-père. Rénover signifiait effacer certaines traces, mais garder la maison vide n'honorait personne. Amara a accepté à contre-cœur, comprenant les enjeux financiers, le pragmatisme l'a emporté. Si seulement j'avais su que le travail de l'équipe allait révéler bien plus que des problèmes structurels ou des réparations cosmétiques. Je ne pouvais pas attendre les autres. Dès que Tom a raccroché, j'ai foncé le reste du chemin vers la montagne, les pneus crissant dans les virages serrés tandis que les feuilles fouettaient les vitres. Mon esprit s'emballait plus vite que la voiture. Pourquoi le nom de ma sœur sur une boîte cachée? Pourquoi cette urgence dans sa voix? Pourquoi insister pour faire venir toute la famille? Au moment où je me suis garé dans l'allée de gravier, l'équipe avait vidé le grenier pour me laisser de l'espace. Tom m'a retrouvé au bas de l'escalier, m'a tendu des gants et a pointé vers le haut sans un mot. La poussière flottait, épaisse, dans la lumière oblique des fenêtres triangulaires, la sueur craquant sous mes bottes alors que je montais seul. Le coffre reposait sur une bâche au milieu des poutres exposées, noir mat, avec un petit clavier numérique qui brillait faiblement. Il avait l'air coûteux, déplacé au milieu du pain brut et des chutes d'isolant. Tom l'avait nettoyé, révélant la gravure sur le couvercle, Amara Burke, en simples lettres majuscules. Pas de date, aucune autre marque. Mes mains tremblaient alors que je m'agenouillais à côté. Les coffres numériques comme celui-ci se verrouillent généralement après 3 tentatives erronées, effaçant parfois le contenu de façon permanente, une fonctionnalité de sécurité standard pour protéger les documents sensibles. Je savais que grand-mère avait amélioré la sécurité de sa maison dans ces dernières années, citant des inquiétudes concernant le vol d'identité parmi ses clients âgés. Premier essai, son anniversaire. Bip, lumière rouge. Deuxième essai, l'anniversaire de grand-père. Un autre refus. Mon pouls battait dans mes oreilles. Encore un mauvais code et cela pourrait tout effacer à jamais. J'ai fermé les yeux, l'imaginant à la table de la cuisine en train de saisir des mots de passe sur sa tablette, réutilisant toujours des dates significatives pour éviter de les oublier dans le brouillard de la chimio. Puis, ça m'a frappé, leur anniversaire de mariage, celui qu'elle célébrait chaque année avec les mêmes roses jaunes livrées à la maison. J'ai tapé les chiffres lentement. Lumière verte, un déclic doux, le couvercle s'est ouvert.
À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe en papier crème épais, sa papeterie préférée de la boutique artisanale du centre-ville d'Asheville, et une note pliée sur du papier blanc ordinaire. Pas de clé USB, pas de pile de dossier, juste une écriture manuscrite que je reconnaîtrais n'importe où. L'enveloppe était adressée simplement, pour Kingsley ou Amara. À n'ouvrir que si je ne suis plus là. Le seau avait légèrement jauni, le ruban adhésif rendu cassant par le temps. Je me suis assise en tailleur sur le sous-plancher froid en contreplaqué, le vent sifflant à travers les brèches des murs inachevés, et je l'ai ouverte avec précaution. La lettre s'étendait sur 3 pages dans son écriture soignée et distinctive, bien que plus tremblante vers la fin, l'encre occasionnellement tachée, comme si elle avait été écrite par à-coups entre les doses d'analgésiques. Mes très chères petites filles, si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas tenu assez longtemps pour régler les choses moi-même. Je soupçonne depuis de longs mois que votre père, Karl, commet des actes terribles avec les fonds de retraite de certains de mes clients. Cela a commencé petit, des questions étranges sur les comptes, insistant pour être présenté aux seigneurs les plus riches. Puis des divergences sont apparues dans les relevés que je révisais pour des amis. L'argent bougeait d'une manière qui ne collait pas, toujours acheminé par des entités que je ne pouvais pas tracer rapidement. Le pire, c'est que chaque transaction suspecte que j'ai trouvée jusqu'à présent est liée à des informations disponibles uniquement sous le nom d'Amara. Son numéro de sécurité sociale, ses anciennes adresses, et même des signatures falsifiées qui ressemblent de façon troublante aux siennes. Je n'ai pas encore de preuves irréfutables de la profondeur de cette affaire ou de la manière exacte dont il gère cela, mais le schéma est assez clair pour me terrifier. Si les autorités enquêtent un jour, Amara serait la première personne signalée car tout pointe vers son identité. J'ai rassemblé ce que je pouvais: impressions, journaux d'appel, alertes bancaires, mais mes forces déclinent plus vite que prévu. La deuxième feuille contient les identifiants de connexion pour un dossier cloud sécurisé où j'ai téléchargé des copies. Une collègue m'aide à le tenir à jour quand je ne peux pas utiliser-le avec prudence. S'il vous plaît, quoi que vous fassiez, protégez votre sœur. Ne la laissez pas porter le chapeau pour quelque chose dont elle ne sait rien. Je voulais affronter Karl directement, forcer la vérité, mais le cancer a gagné cette course. Je suis tellement désolé de n'avoir pas pu finir ça pour vous deux. Tout mon amour pour toujours, grand-mère Gertrude. Les mots se sont brouillés alors que les larmes montaient. Elle avait porté cela seule, nous protégeant pendant que son corps lâchait. Culpabilité, colère, confusion se sont entrechoquées. Depuis combien de temps savait-elle? Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt ce que papa avait fait exactement? Le vent s'est levé dehors, faisant cliqueter les bardeaux lâches sur le toit, reflétant la tempête qui commençait en moi. J'ai replié la lettre avec soin, glissé les identifiants cloud dans ma poche, et je suis resté assise là, sur le sol poussiéreux, fixant le coffre vide qui venait de briser les fondations de tout ce que je croyais comprendre sur notre famille. Le trajet de retour vers Charlotte m'a semblé interminable, les routes de montagne laissant place au trafic de l'autoroute alors que le crépuscule s'installait. Mon esprit repassait les mots de grand-mère en boucle. L'écriture tremblante, les soupçons inachevés, le plaidoyer pour protéger Amara. Au moment où j'ai déverrouillé la porte de mon appartement dans la tour du centre-ville, l'épuisement se mêlait à l'effroi. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine, versé un verre d'eau et ouvert mon ordinateur portable. Les identifiants de connexion au cloud me regardaient depuis la note pliée, une URL simple et un mot de passe combinant son anniversaire de mariage avec une phrase qu'elle avait toujours utilisée pour les fichiers sécurisés. Ni sécurisé 1958. Se connecter a pris quelques secondes. Le tableau de bord s'est chargé lentement, c'était un service basique qu'elle avait probablement configuré avec de l'aide. Rien d'élaboré, juste un dossier étiqueté, pour examen familial. Pas d'organisation soignée ici, des fichiers éparpillés comme si elle les avait téléchargés à la hâte entre les rendez-vous médicaux et les périodes de repos. Plusieurs étaient corrompus, des vidéos coupées au milieu d'une phrase, des scans pixelisés à cause de mains tremblantes ou d'un mauvais éclairage. Clairement, sa maladie avait rendu le processus éreintant. Les séances de chimio la laissaient trop faible pour de longues sessions techniques. Le premier dossier contenait des scans de notes manuscrites issues de rendez-vous clients. Des pages datées des 3 dernières années montraient son style méticuleux, nom des clients, montant des retraites, type d'investissement. Mais des signaux d'alarme sautaient aux yeux, certains comptes manquaient dans ses registres officiels, après vérification croisée avec les portails bancaires en ligne auxquels elle avait accès. Une entrée notait le pécule de 500 000 $ d'une veuve transférée vers une SARL inconnue. Une autre mentionnait la rente d'un couple de retraités encaissés prématurément, les fonds redirigés via un compte écran. Plus loin venaient les captures d'écran bancaires,
floucard prise avec un téléphone dans des pièces sombres. Les transferts remontaient à des comptes portant le nom complet d'Amara et son numéro de sécurité sociale, avec des signatures falsifiées visibles même en basse résolution. Son nom de jeune fille était mal orthographié une fois, comme une tentative bâclée. Le schéma émergeait. De petits détournements au début, augmentant vers des sommes plus importantes avec le temps. Grand-mère avait annoté certains documents avec des scans de post-it, pourquoi les infos d'Amara? Le client n'y avoir autorisé. Puis les fichiers audio, de courts enregistrements d'appels vidéo redatés durant ces derniers mois. Loi Cole, sa collègue de longue date du cabinet de conseil financier du centre-ville, avait dû guider la configuration. Les fichiers utilisaient une application sécurisée pour l'enregistrement à distance, probablement pour éviter d'être détectés. J'ai cliqué sur le premier. Grand-mère est apparue à l'écran, pâle et frêle dans son lit d'hôpital installé à la maison. Sa voix était faible mais inquisitrice. Karl. À propos du compte de Madame Arlan, celui que tu as recommandé à son fils. Elle dit que les fonds ont disparu. Explique-moi encore. Le visage de papa remplissait l'autre moitié de l'écran, avec son bureau à domicile et ses trophées de golf en arrière-plan. Il en a ri au début. Maman, tu mélanges tout avec les médicaments. J'ai juste conseillé une diversification. Mais elle a insisté, feignant la confusion due aux analgésiques. Le routage montre les détails d'Amara. Pourquoi son numéro de sécu? Il a hésité, puis a dérapé. Ce n'est rien, juste un compte temporaire pour le transfert. Elle n'a pas besoin de savoir. L'appel s'est coupé brusquement. Fichier incomplet. Un autre enregistrement, des semaines plus tard. Grand-mère listant des transferts spécifiques. Papa devenait défensif. Ses clients m'ont fait confiance grâce à toi. C'est le business. Une pause, puis sa voix a baissé. Les infos d'Amara étaient pratiques. Casier vierge. Pas de questions. Le soupir de grand-mère a rempli le haut-parleur, déchirant. Il n'a pas avoué franchement, mais ses évasions brossaient le tableau, il avait exploité la confiance des clients de sa mère, siphonnant des économies de retraite destinées à des pécules ou des frais médicaux, masquant les pistes sous l'identité d'Amara pour rejeter la faute sur elle si jamais il se faisait prendre. En vertu des lois fédérales comme le LD Justice Act, le vol d'identité dans le cadre d'une fraude financière entraîne des peines sévères, ciblant particulièrement les personnes âgées, pouvant aller jusqu'à 20 ans si le caractère systémique est prouvé. J'ai assemblé les pièces moi-même là où les fichiers s'interrompaient, recoupant les dates avec des recherches dans les archives publiques sur mon téléphone. Une victime, une enseignante à la retraite, avait perdu la totalité de son fonds de pension. Un autre, un vétéran, son supplément de prestation. Tous liés au petit boulot de consultant, dont papa se vantait lors des dîners de famille. Le poids émotionnel a frappé fort. Grand-mère compilant tout cela seule, son éthique de conseillère se heurtant à son instinct maternel d'éviter d'accuser son propre fils sans preuves irréfutables. Les mandats de signalement de maltraitance des aînés de Caroline du Nord obligeaient les professionnels comme elle à signaler les soupçons, mais les liens familiaux compliquaient tout. De faux rapports pouvaient se retourner contre elle légalement. Vers minuit, les yeux brûlants à cause de la lueur de l'écran, la trahison s'est cristallisée. Papa ne s'était pas simplement trompé, il avait systématiquement utilisé le réseau de sa mère, forgeant des chemins qui pointaient tout droit vers Amara. Les fichiers incomplets me frustraient. Des maillons manquants dans les chaînes de transactions, un son brouillé par de mauvaises connexions, mais il en restait assez pour exiger une action. L'implication de loi prenait tout son sens maintenant. Elle avait probablement coaché grand-mère sur les sauvegardes sécurisées, connaissant les risques des traces numériques en vertu des lois de confidentialité comme IPA pour les finances liées à la santé. En fermant l'ordinateur portable, j'ai fait les 100 pas dans le petit salon, les lampadaires clignotant à travers les stores. Les pièces s'emboîtaient trop bien, trop cruellement. Demain, j'appellerai loi pour avoir des éclaircissements, mais ce soir, la vérité pesait comme du plomb. Notre famille abritait un destructeur secret. J'ai envoyé un SMS à Amara ce matin-là, lui demandant de me retrouver au petit café indépendant sur Patton Avenue, au centre-ville d'Asheville, celui avec les chaises dépareillées et l'espresso fort que nous préférions depuis l'université. Elle a répondu rapidement, suggérant l'heure du déjeuner puisque son service à la maternelle finissait tôt. Conduisant à nouveau depuis Charlotte, le trajet familier à travers le Swannanoa Gap semblait plus lourd cette fois, chaque kilomètre réduisant l'écart entre le soupçon et la confrontation. Amara est arrivée la première, déjà installée à une table d'angle avec 2 lattes qui attendaient. Elle avait l'air fatiguée,
des cernes sous les yeux à force de jongler entre l'enseignement et sa vie de parent solo, mais elle a souri en me voyant. Nous nous sommes étreintes plus longtemps que d'habitude, le genre d'étreinte qui s'attarde quand quelque chose de non dit flotte dans l'air. Je n'ai pas perdu de temps une fois assise. Sortant mon téléphone, je lui ai montré les captures d'écran du dossier cloud, les relevés de comptes falsifiés portant son nom, les traces de transfert s'éloignant des clients âgés que grand-mère avait cru en sécurité. Son visage s'est vidé de ses couleurs alors qu'elle faisait défiler. D'abord, le déni. Ça ne peut pas être vrai, quelqu'un a piraté mes infos ou un truc du genre. Puis la confusion, feuilletant les images plus vite. Je l'ai laissé assimiler, buvant mon verre pendant qu'elle rassemblait les morceaux. Lentement, des souvenirs ont fait surface. Attends, ces lettres bizarres de la banque que j'ai reçues il y a des années. Demandant des vérifications sur des comptes que je n'avais jamais ouverts. Je pensais que c'était des arnaques, je les ai déchiquetées. Elle s'est arrêtée sur un scan de signature floue. Et ses emails pendant le divorce, mon ex qui agitait des impressions devant moi, m'accusant de cacher de l'argent. Il disait que mon crédit était plombé à cause de dettes secrètes. J'ai juré que ce n'était pas moi. Plus elle parlait, plus c'était clair. Papa avait tout chronométré parfaitement, ouvrant des lignes de crédit en son nom juste au moment où son mariage battait de l'aile, maximisant des cartes qu'elle n'avait jamais tenues en main, plombant son score pour que les prêts pour un logement plus grand ou une voiture deviennent impossibles. Son ex, convaincu qu'elle mentait sur les finances, était parti en citant son irresponsabilité. Les batailles pour la pension alimentaire ont traîné parce que les juges voyaient des comptes en souffrance sur son dossier. Même des offres d'emploi ont échoué, les vérifications d'antécédents signalant des alertes de fraude liées à son numéro de sécurité sociale. Les mains d'Amara tremblaient en tenant le téléphone. Le choc s'est transformé en quelque chose de plus féroce. Tout ce temps, je m'en suis voulu. Mauvais choix, mauvaise gestion de l'argent. Il s'avère que quelqu'un m'a délibérément saboté. Sa voix s'est brisée, la colère montant. Nous avons payé l'addition et sommes partis, décidant que l'air frais pourrait aider. Au lieu de rentrer à la maison, j'ai suggéré un détour. Le nom d'une victime ressortait dans les notes de grand-mère. Madame Evelyn Whittaker, 83 ans, directrice d'école veuve, qui avait perdu près de 400 000 $ destinés aux fonds universitaires de ses petits-enfants. La résidence assistée se trouvait en périphérie, un bâtiment bas en briques avec des jardins bien entretenus, populaire parmi les retraités d'Asheville. Nous nous sommes présentés à l'accueil, expliquant que nous étions des parentes d'une ancienne conseillère cherchant à faire un suivi sur des questions financières. Le personnel nous a conduites dans une salle commune ensoleillée où Madame Whittaker était assise près d'une fenêtre, tricotant une écharpe malgré ses doigts enflés par l'arthrite. Elle nous a accueillis chaleureusement, ses yeux s'illuminant quand j'ai mentionné grand-mère Gertrude. Une dame si vive, elle veillait toujours sur nous, les vieux. J'ai abordé le sujet doucement, montrant des résumés imprimés, en faisant attention à ne pas la submerger. Son expression s'est assombrie en évoquant les réunions avec un consultant recommandé par grand-mère, un homme poli dans la cinquantaine, costume impeccable, promettant des rendements plus élevés sur des investissements prudents. Il utilisait le nom de Charles Banton, disait qu'il était partenaire du cabinet de votre grand-mère. Plusieurs visites, des formulaires signés, des fonds transférés, puis le silence. Des relevés montrant des soldes à zéro. J'ai appelé Gertrude, affolée. Elle a promis d'enquêter mais sa santé. Des larmes ont coulé. Point, je n'ai jamais récupéré l'argent. J'ai dû revoir à la baisse les rêves pour les petits-enfants. Quand j'ai demandé si elle avait déjà traité directement avec Amara, elle a secoué la tête fermement. Jamais rencontré ni parlé à quiconque de ce nom. Tous les contacts passaient par Monsieur Banton. La confirmation a frappé Amara comme une vague. Elle a serré ma main sous la table, les jointures blanches. L'histoire de Madame Whittaker correspondait exactement au fichier. Même montant, même chronologie, même fausses assurances. En quittant l'établissement, Amara marchait plus droit, la fureur remplaçant le doute de soi. Des années à survivre difficilement, à justifier ses échecs auprès de ses amis, à douter de sa propre compétence, tout cela avait été orchestré. La visite l'a transformée, de destinataire abasourdi de mauvaises nouvelles, elle est devenue quelqu'un prêt à riposter. Sur le parking, elle s'est tournée vers moi. On ne peut pas laisser passer ça. Peu importe ce qu'il en coûte. J'ai composé le numéro listé dans l'une des notes cloud de grand-mère le lendemain matin, le cœur battant à tout rompre. Une voix chaleureuse mais prudente a répondu, Loacal à l'appareil.
Je me suis présenté comme la petite fille de Gertrude, j'ai mentionné les fichiers cachés et demandé si elle avait le temps de parler. Elle a marqué une pause, puis a suggéré que nous nous rencontrions en personne. Ces choses-là se traitent mieux face à face. Nous avons convenu de nous retrouver à son bureau au centre-ville d'Asheville cet après-midi-là, une petite suite de planification financière qu'elle avait partagée avec grand-mère il y a des années. Loi m'a accueilli à la porte, cheveux argentés tirés en arrière, yeux perçants derrière des lunettes sans monture. Elle m'a conduite dans une salle de conférence calme avec vue sur le trafic de la Blue Ridge Parkway en contrebas. Le café fumait entre nous alors que j'étalais les résumés imprimés, des sélections prudentes, évitant les noms complets des victimes pour protéger leur vie privée en vertu des directives fédérales. Son expression s'est durcie en lisant les annotations. Gertrude m'a confié des bribes, a-t-elle dit, la voix basse. Nous nous sommes disputés férocement à ce sujet. Je l'ai poussé à aller directement voir les autorités. L'exploitation financière des aînés est une infraction que les conseillers doivent signaler selon les règles de la SEC et de l'État. Mais elle a refusé, terrifiée qu'un mouvement prématuré ne se retourne contre Amara. Loi m'a expliqué les échanges où le grand-mère insistait pour avoir plus de preuves afin d'éviter de fausses accusations contre la famille. Loi rétorquait que les délais risquaient de faire perdre leurs économies à d'autres victimes. Elle voulait un dossier en béton pour que les enquêteurs voient le coup monter immédiatement. Le vol d'identité superposé à la fraude fait de la partie innocente ici votre sœur le suspect initial dans de nombreuses enquêtes. Loi avait aidé à configurer le compte cloud précisément pour les sauvegardes, enseignant à grand-mère les outils de cryptage de base pendant les pauses déjeuner. Je savais que sa santé déclinait. Nous faisions une course contre la montre. Elle s'est penchée en avant. Vous faites la bonne chose maintenant. Je consulte encore sur des dossiers avec un agent spécial de l'IRS concentré sur les schémas de fraude aux aînés, l'agent Arlon Reyes. Il a géré des réseaux de vol d'identité similaires ciblant les actifs de retraite. Avec ma permission, elle l'a appelé directement, mettant le téléphone sur haut-parleur. La voix de Reyes était calme et professionnelle. Les cas référés par Madame Cole sont toujours solides. Envoyez ce que vous avez via notre portail sécurisé, je l'examinerai ce soir. Télécharger les fichiers intacts depuis chez moi ce soir-là semblait surréaliste, traces bancaires, clips audio, liste manuscrite, désormais entre des mains officielles. Reyes a rappelé rapidement. Les preuves l'ont impressionné, des schémas clairs de transfert non autorisés totalisant plus de 1,8 million de dollars sur 6 victimes, tous acheminés via des comptes portant les identifiants d'Amara. Solide pour des poursuites, a-t-il dit, mais le coup monté est sophistiqué. Sans une présentation minutieuse, le protocole standard signale le titulaire du nom en premier. Votre sœur pourrait faire face à des citations à comparaître ou des gels de compte avant que nous ne pivotions vers le vrai coupable. Il a souligné les risques en vertu des lois fédérales sur la fraude électronique si papa plaidait l'ignorance ou rejetait tout sur les documents falsifiés. L'explication honnête d'Amara pourrait ne pas tenir initialement sans son aveu direct. Nous avons besoin qu'il soit enregistré en train de reconnaître son contrôle sur la situation. Reyes a suggéré un cadre contrôlé, une réunion de famille où la conversation pourrait être légalement enregistrée en vertu de la loi de consentement à une partie de la Caroline du Nord pour les enquêtes criminelles. Pas besoin de mandat si j'hébergeais et consentais. Loi a rejoint l'appel de suivi pour réfléchir à la logistique. La maison à Asheville offrait un terrain neutre lié à la succession de grand-mère pour une couverture plausible. Nous avons rédigé l'invitation, un SMS de groupe prétendant que les ouvriers avaient trouvé des papiers supplémentaires dans le grenier, de vieux amendements de fiducie nécessitant des signatures pour finaliser la distribution de l'héritage. L'homologation en Caroline du Nord peut traîner avec des addendas non signés, rendant l'excuse crédible. Maman et papa montraient depuis leur banlieue à l'extérieur de Charlotte. Amara vivait assez près pour un aller-retour dans la journée. Reyes a coaché la subtilité, gardé la discussion naturelle, orientée vers les préoccupations des clients de grand-mère sans accuser. Laissez papa remplir les silences. Audio de secours via mon téléphone bien en vue. Pas d'appareil caché pour éviter les lois sur l'interception. Des agents surveilleraient à distance, prêts à intervenir si l'escalade justifiait des protocoles de sécurité. Le plan s'est cristallisé au fil des heures. Arriver tôt, positionner les sièges pour un enregistrement clair. Avoir des phrases d'échappatoire si la tension montait. En raccrochant, le soulagement se mêlait aux nerfs. Loi m'a serré la main. Gertrude serait fière que vous finissiez ce qu'elle a commencé. Les enjeux semblaient immenses, justice pour les victimes, protection pour Amara. Une confrontation avec l'homme qui m'avait élevé.
Mais attendre n'était pas une option. Plus de temps signifiait plus de risques que papa couvre ses traces. Le week-end est arrivé avec un air de montagne vif et un ciel dégagé, parfait pour le trajet depuis Charlotte. Maman et papa sont arrivés les premiers, leur SUV chargé de sacs pour la nuit puisqu'ils avaient décidé de rester plutôt que de faire l'aller-retour le même jour. Amara est arrivée peu après, garant sa vieille berline à côté de l'allée de gravier. Nous nous sommes réunis dans le salon, la lumière du soleil inondant à travers les grandes fenêtres la cheminée en pierre qui n'avait pas été allumée depuis des années. J'ai positionné l'ordinateur portable sur la table basse, l'écran face à tout le monde, mon téléphone posé à proximité pour l'enregistrement audio de secours, légal selon les règles de l'État puisque je participais et consentais. La conversation a commencé légèrement, nouvelle de la classe de maternelle d'Amara, du club de jardinage de maman. Papa a orienté vers la vente de la maison, demandant des nouvelles des offres et des délais. J'ai changé de vitesse en douceur. Avant de parler chiffres, il y a quelque chose venant des dossiers de grand-mère que les entrepreneurs ont découvert. Ça concerne ses anciens clients. J'ai ouvert la playlist audio compilée, volume modéré, pour que les mots portent clairement. Le premier clip a joué la voix frêle de grand-mère questionnant les transferts irréguliers. Papa balayant ça d'un revers de main comme des fluctuations du marché. Son visage sur le canapé s'est crispé, mais il s'est forcé à rire. C'est sorti de son contexte. Maman prenait de lourds médicaments vers la fin. Hallucination, confusion. Nous l'avons tous vu. Maman a hoché la tête à côté de lui, cherchant sa main. Ne remuons pas des souvenirs douloureux. Votre grand-mère ne voudrait pas qu'on se dispute. Je suis passé au segment suivant, les détails de routage bancaire liés aux identifiants d'Amara. Les démentis de papa sont devenus plus tranchants. Trucage de montage. N'importe qui peut fausser de l'audio de nos jours. Amara était assise, rigide, les yeux fixés sur l'écran. Quand un échange plus clair a défilé grand-mère listant des noms de victimes spécifiques, papa admettant un accès pratique grâce à ses présentations, sa posture a changé. Le charme s'est fissuré. Il s'est penché en avant, la voix tombant dans ce ton manipulateur que j'avais entendu lors des disputes familiales. Très bien, disons que certains investissements ont mal tourné. Maman a toujours favorisé Amara, la protégeant des conséquences, la renflouant. Je devais construire quelque chose pour moi-même. Maman a murmuré son accord. Gertrude a gâté le bébé de la famille. Ça a créé du ressentiment. Elle a admis doucement être au courant des irrégularités, mais être restée silencieuse. Les familles se protègent. Exposer ça nous détruirait tous. Les défenses de papa se sont effondrées pour laisser place à l'amertume. Elle m'a présenté à ses retraités fortunés, puis a joué les choqués quand j'ai maximisé les opportunités. Utiliser les infos d'Amara était intelligent. Elle n'aurait jamais rien remarqué, trop occupée avec son boulot mal payé et sa vie personnelle désastreuse. Personne ne la croirait plutôt que moi. Il a listé les tactiques fièrement maintenant, superposant les sociétés écrans, chronométrant les transferts pendant les baisses du marché pour masquer les pertes, acheminant les fonds pour financer son train de vie. Ces vieux avaient plus qu'il ne leur fallait. Je les méritais. La respiration d'Amara est devenue audible, des larmes striant ses joues. Je suis resté stable, guidant les questions pour tirer plus de précision. Montant des victimes, formulaire falsifié, sabotage de crédit délibéré. Il s'est vanté de la précision. L'historique vierge d'Amara faisait une couverture parfaite. Le temps que quelqu'un regarde, elle prendrait la responsabilité. Maman a bougé inconfortablement, mais a ajouté, je pensais que ça resterait petit. Je ne voulais pas que le nom de la famille soit ruiné. La pièce s'est épaissie de tension. Les photos d'enfance sur le manteau de la cheminée nous regardaient comme des témoins silencieux. L'arrogance de papa a atteint son paroxysme. Vous pensez que livrer ça change quoi que ce soit? Les liens du sang sont plus forts. Je me suis levé nonchalamment pour aller vers la fenêtre donnant sur l'allée le signal préétabli. Des phares ont clignoté 2 fois depuis des véhicules banalisés garés juste hors de vue. La porte d'entrée s'est ouverte sans frapper. L'agent Reyes est entré en premier, badge visible, suivi de 2 officiers du FBI en civil. Carl Burke, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, vol d'identité et exploitation financière de personnes âgées. Le visage de papa est devenu livide au cliquetis des menottes. Maman a eu un haut-le-cœur, agrippant la coudoir du canapé. Amara est restée figée, soulagement et horreur se mélangeant.
Reyes a récité les droits Miranda calmement pendant que les officiers sécurisaient la scène. Pas de résistance, juste une conformité stupéfaite au milieu de ce cadre familier où nous avions autrefois célébré les fêtes. Ils l'ont emmené devant la cheminée, devant les portraits de famille fanés. Maman a suivi jusqu'à l'embrasure de la porte, appelant son nom faiblement. Amara et moi sommes restés à l'intérieur, le poids des années se levant et s'écrasant simultanément. L'arrestation s'est déroulée efficacement, procédure standard pour les affaires de col blanc. Pas besoin de drame. Les véhicules sont partis sur la route de montagne, laissant le silence dans la maison qui semblait désormais irrévocablement changée. L'enquête s'est étendue sur plusieurs mois, les agents fédéraux passant au peigne fin les couches de sociétés écrans et de routages offshore que papa avait profondément enfouis. Les procureurs ont monté un dossier en béton en vertu du LD Justice Act et des statuts de fraude électronique, l'accusant d'exploitation systématique de seniors vulnérables, un crime entraînant de lourdes peines minimales obligatoires lorsque les victimes dépassent un certain âge. Les preuves issues des fichiers de grand-mère, combinées à ses propres aveux enregistrés, laissaient peu de place à la défense. Il a accepté une négociation de peine pour éviter un procès qui aurait pu ajouter des décennies, 22 ans dans un établissement fédéral de sécurité moyenne à Butner, en Caroline du Nord, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée selon les directives actuelles. La confiscation des actifs a suivi rapidement. La maison de Charlotte 4 chambres, pelouse manucurée, tout acheté avec des fonds de retraite détournés a été vendu aux enchères publiques par le service des Marshals américains. Véhicules de luxe, portefeuille d'investissement, même les objets de collection de son bureau ont été saisis et liquidés. Les bénéfices ont couvert la restitution en priorité. Près de 88% ont été rendus aux 6 victimes, des moyennes dans les centaines de milliers chacune. Madame Whittaker a reçu assez pour restaurer les fonds universitaires de ses petits-enfants et couvrir les améliorations de ses soins de longue durée. D'autres ont reconstruit leurs pécules épuisés, certains passant de l'inquiétude pour leurs besoins fondamentaux à une sécurité modeste à nouveau. Le processus gouvernemental a traîné, mais l'équité a prévalu. Pas de récupération totale, mais une justice substantielle. Maman a choisi la loyauté jusqu'au bout. Elle a vendu le peu qui restait à son nom, a déménagé dans un petit appartement près de la prison et a assisté à chaque visite autorisée. Des lettres arrivaient occasionnellement au début, des appels à la compréhension, des affirmations de remords, mais Amara et moi les renvoyions non ouvertes. Nous avons bloqué les numéros, changé de mail quand nécessaire. L'absence de contact semblait être la seule limite saine. Le rétablissement d'Amara a commencé lentement, mais a pris de l'élan une fois les signalements de fraude effacés de son dossier grâce au processus d'affidavit de vol d'identité. Les agences de crédit ont retiré les marques noires. Son score a grimpé régulièrement. En 18 mois, elle a été éligible pour un prêt FHA modeste sur un ranch de 3 chambres dans une banlieue calme de Raleigh, assez proche pour le soutien entre sœurs, loin des vieux fantômes. Enseigner en maternelle lui a apporté un but renouvelé. Les parents ont remarqué sa confiance, menant à un rôle de coordinatrice avec un meilleur salaire et de meilleurs avantages. J'ai changé de travail aussi, prenant un poste de marketing à distance qui m'a permis de déménager à proximité. Les week-ends étaient remplis à l'aider à déballer, peindre les chambres, construire des routines libérées des ombres du passé. La vente de la maison en a s'est conclue en douceur. Les bénéfices ont été partagés équitablement après les frais, lui fournissant un coussin pour son apport et à moi un tampon de sécurité. La regarder signer les papiers de clôture, les clés en main pour un endroit vraiment à elle, a marqué le vrai tournant. Couper les ponts complètement n'a pas été facile. Les fêtes semblaient étranges sans les traditions familiales élargies. Les anniversaires plus calmes. Mais la toxicité n'a pas sa place dans la guérison. Les liens du sang n'obligent pas à endurer la trahison. La culture américaine valorise le bien-être individuel aux côtés de la famille, et les professionnels de la santé mentale soulignent l'importance de la rupture de contact lorsque les schémas s'avèrent destructeurs. Nous avons choisi la paix plutôt que les faux-semblants. Avec le recul, la vérité la plus dure que grand-mère nous a laissée n'était pas seulement l'épreuve. C'était la leçon de courage. Elle s'est battue seule pour nous protéger, sacrifiant son confort pour l'intégrité. Amara et moi honorons cela en protégeant notre avenir de la même manière, des limites fermes, une confiance qui se gagne, un soutien inconditionnel entre nous. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées, et les forcer ne fait que prolonger la douleur. S'éloigner de parents toxiques, même biologiques, n'est pas un abandon. C'est de l'autopréservation. Une étape que beaucoup franchissent pour des vies plus saines. Si cela m'a appris une chose,
c'est que la famille n'est pas toujours définie par l'ADN. Elle se construit sur les actions, le respect, l'honnêteté. Amara et moi avons créé la nôtre à partir de zéro, plus forte, sans le poids de la tromperie. Les victimes ont retrouvé leur dignité grâce à la restitution. Nous avons retrouvé la nôtre grâce à la vérité. La paix n'est pas venue d'un pardon forcé trop tôt, mais de l'acceptation de la réalité et du fait d'avancer, libéré de ce fardeau.